est avec nous et va répondre à nos questions dans quelques instants. Je suis Olivier Talbert, l'animateur et le fondateur du Business Scope Group. Je salue tous nos membres. Une petite précision avant de commencer, surtout soyez sympa, laissez vos micros fermés. Vous réagissez avec le chat qui est sur votre droite. Vous pourrez poser les questions durant cette heure, enfin ce moment avec nous. Rapidement, je vous rappelle que nous sommes implantés sur toute la France. Nous avons une vingtaine de clubs, dont deux qui sont à proximité de chez Jean Sulpice à Grenoble et à Lyon. Nous avons 1500 membres et nous avons 138 000 salariés qui sont représentés au sein de notre club. Nous avons démarré en 2013 avec notre premier club à Valenciennes. Nous avons organisé 400 déjeuners. Nous sommes 109 en moyenne par déjeuner. Nous avons plus de 58% de nos membres qui ont déjà réalisé du business et nous avons créé, c'est la chose dont on est le plus fier aujourd'hui, d'avoir créé 42 emplois. Les managers de nos clubs que vous voyez, donc vous pouvez retrouver sur notre site, que vous pourrez retrouver assez facilement. Et nous allons commencer tout de suite avec Jean. Jean, je te souhaite la bienvenue. On te voit avec nous. Jean, en quelques mots, ton parcours assez rapide. Aujourd'hui, tu as 42 ans. Tu as commencé en 96 avec Pierre Marin. Tu es resté 4 ans chez Marc Vera, le triple étoilé Michelin. On en parlera un tout petit peu après. À 26 ans, tu as été le plus jeune chef à avoir ta première étoile. Et depuis maintenant 2010, tu as ta deuxième étoile. Jean, quelle est la chose dont tu es le plus fier aujourd'hui? C'est toujours avoir ma famille proche de moi et puis de pouvoir m'exprimer dans un métier de passion. Pour moi, c'est ce qu'il y a c'est un véritable moteur de la chance qu'on a, que j'ai dans mon métier. C'est j'ai découvert ma passion assez jeune et j'ai mordu à l'hameçon. J'ai rencontré des chefs et des personnalités qui m'ont nourri cette passion. Et aujourd'hui, grâce à cette passion, même si j'ai pas eu un grand une grande expérience de l'école, j'arrive à entreprendre et puis à valoriser mon travail avec cette passion-là. Donc, c'est ce qu'il y a de plus beau. Et puis, ce que j'apprécie beaucoup dans ce métier, c'est que c'est un métier qui est manuel, c'est un métier d'artisan. Et donc, c'est un métier, quand j'ai commencé, ou quand j'avais dit je vais faire un apprentissage, et tout le monde me disait, mais métier de cuisinier, c'est pas un métier de cuisine, c'est pas un vrai métier. Et puis, avec le fil des années, aujourd'hui, c'est un métier qui a pris de l'ampleur et qui est un vrai métier. Et qui est Qu'est-ce pas qui de... t'a inspiré, Jean? Quel est le chef de cuisine ou est-ce que tu as un mentor? J'ai plusieurs mentors, toute la génération des chefs comme Michel Bras, Pierre Gagnard ou même un Passard. Ça fait partie de ces chefs-là où j'étais quand même, je suis en admiration devant eux parce que c'est des chefs qui ont vraiment un style de cuisine d'auteur. Et puis, c'est des chefs qui durent, c'est des chefs qui arrivent à se renouveler parce que la plus grosse difficulté de notre métier, c'est de durer, quoi. C'est un métier qui est épuisant, c'est un métier qui demande beaucoup d'énergie et des fois, c'est difficile d'arriver à durer avec toujours la même passion et la même envie, quoi. Est-ce que tu as la même passion qu'au début? Euh, je crois que ma passion, elle s'est encore plus multipliée et j'ai une passion qui est beaucoup plus ouverte. Avec le manque d'expérience et le manque de maturité, ma passion a été assez restreinte et aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai pu acquérir et puis toutes ces années sont passées, j'ai encore plus ma passion, elle est beaucoup plus large. Rien qu'avec la reprise de l'auberge du Perbise, avant, je n'étais pas hôtelier, je suis devenu hôtelier. Maintenant, on va créer un spa. Donc, eh ben, cette passion, elle s'agrandit, elle se nourrit et ça ne vient pas nuire à ma cuisine. Au contraire, ça vient venir apporter une complémentarité à tout ce travail que je fournis au quotidien. Alors justement, cette passion, elle est partagée avec ton épouse Magali. Vous êtes rencontrés également dans un autre établissement. Est-ce qu'aujourd'hui, un projet comme celui-ci, on pourrait le faire seul? Est-ce qu'on est obligé de le faire en couple? Ben, moi, je dis que de toute façon, seul, tu n'es rien. Donc, tout seul, tu peux rien faire. Et c'est très important euh, d'être soutenu au quotidien, de se sentir accompagné.
ça, c'est quelque chose d'indispensable pour Oui, continuer. Alexandre, malheureusement, vous êtes là, j'y serais jamais arrivée, hein, c'est pas Euh, possible. Il y a des gens qui parlent là. Si vous pouvez juste couper les micros, ça serait sympa. Merci à vous. En 2018, tu as été élu le chef de l'année, le cuisinier de l'année par le Goemio. Est-ce que tu te souviens de ce moment et comment tu l'as appris? Ouais, bah, c'est un moment que pour un cuisinier qui est quand même assez important, surtout quand on voit toute la liste des chefs qui ont été élus cuisinier de l'année au Gomio. Bah, tu te dis que ça arrive qu'aux autres, quoi. Ça t'arrive pas. Et donc, quand c'est arrivé, ben, ça a été beaucoup d'émotions et puis un véritable encouragement parce que j'avais passé 2 années la tête baissée avec l'auberge, le fait d'avoir vendu Val Thorens, d'avoir enchaîné les travaux, d'avoir acquis cette maison, l'exploitation aussi de l'auberge. Donc, ça faisait 2 ans, on ne se rendait pas compte ce qu'on faisait. C'est un peu comme si je suis sur mon vélo dans un peloton et puis tu as la tête baissée et puis tu avances. Et là tu as une récompense qui t'arrive comme ça et tu dis, tout ce travail que je fais, je suis sur la bonne ligne de conduite. Donc, ça apporte du réconfort, ça Comment tu rassure. l'as appris? Comment tu l'as appris? Tu te souviens de ce Euh, moment? Ouais, je me souviens, c'est comme Cherizé qui est venu au restaurant manger et à la fin du repas, il m'a dit, bon voilà, assis-toi, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Et là, je me demandais ce que c'était et puis il m'a annoncé que tu seras élu le cuisinier de l'année pour le guide 2018, quoi. Et tu l'as, entre le moment où tu l'as su et le moment où ça s'est concrétisé, il s'est passé combien de temps? Par les médias, ça s'est su. Combien de temps vous avez gardé le secret? Il me l'a annoncé fin septembre et le guide, il est sorti au mois de début novembre. Donc, ça s'est gardé un mois en secret, quoi. D'accord, ça doit être dur de garder des secrets comme ça quand même, non? Bah non, parce qu'on est des professionnels. Donc après, une récompense pour ma personnalité, c'est pas quelque chose qui doit venir te déstabiliser. C'est une récompense, elle est faite pour le travail que tu as accompli et que tu vas encore accomplir. Donc il faut continuer faut pas que ça déstabilise. À chaque fois que j'ai eu des récompenses ou des médiatisations, à aucun moment ça me déstabilise. Au contraire, quoi, ça me donne envie de plutôt continuer, d'aller encore, d'approfondir encore plus mon travail. Mais donc, non, après, ce travail de médiatisation, c'est pas mon travail, c'est le travail d'Hugo Emilio et je D'accord. l'aurais laissé faire, je m'en suis pas occupé, quoi, voilà, quoi. Alors, mai 2017, Pour moi, elle avait plutôt un stress de dire, d'être impatient de voir cette cérémonie, comment ça se passait, parce que c'est quelque chose de quand même très émouvant, quoi. ouais. Alors, tu es passé d'un métier de cuisinier, si je puis dire, à un métier de chef d'entreprise en 2017. Ça veut dire que quand même, c'est quand même impressionnant. 85 collaborateurs depuis que tu as repris l'auberge du Père Bise. Quelle était la chose la plus difficile, Jean, quand tu as repris l'établissement? Alors, j'avais déjà entrepris quand j'étais sur Val Thorens. J'ai pu me faire un petit peu la main sur une petite entreprise de 19 salariés. Et puis, c'est vrai que quand arrivé à l'auberge, la dimension n'est plus la même, quoi. Et on sait que dans une entreprise, le plus difficile à gérer, c'est l'humain, parce que chaque personnalité sont différentes et il faut composer avec les atouts de chacun et les défauts de chacun. Et donc, effectivement, donc on est monté très rapidement à 85 salariés. Et aujourd'hui, en plein été, on est 120. Moi, je suis une personnalité où j'aime le contact, j'aime ressentir mon personnel. Et très vite, cette maison, il a fallu, on ne pouvait pas tout faire, donc il a fallu créer des réunions de chefs de service et de mettre des chefs de service dans chaque poste parce que je ne pouvais pas tout faire. Et donc, ça a été quelque chose de nouveau, mais quelque chose de très intéressant parce que ça a permis encore plus d'approfondir mon travail et de le rendre plus régulier qu'auparavant, quoi. Donc, Mais au final, de prendre une entreprise plus grande, et donc après, il faut arriver à composer avec. Mais c'est très intéressant et très passionnant parce que pour ma part, mon travail a encore plus grandi, quoi. tu te souviens en 2017, quand tu as repris, quelle est la première décision que tu as prise? C'est de refaire l'ensemble de la maison. C'est que pour moi, c'était
c'était pas envisageable de m'exprimer dans cette maison comme elle était. Je voulais vraiment marquer ce nouveau chapitre. Et pour marquer ce nouveau chapitre, c'était tout de suite de faire les travaux. Et dans mon business plan, j'ai fait en sorte de faire 6 mois de travaux pensant que je finissais ma saison à Val Thorens pour déjà montrer à la clientèle habituée de cette maison, parce que c'est une maison qui a une forte clientèle qui venait depuis très longtemps, et de leur montrer que l'auberge du Père-Bise d'avant ne sera pas celle de demain et qu'il fallait qu'ils s'habituent et que le changement allait être brutal, mais il fallait qu'ils acceptent le changement. Et donc, j'ai pris cette décision, et ça, c'est mon côté un petit peu sportif compétiteur. C'est du même titre quand je décide de faire le Mont Blanc, bah, même s'il a une tempête, bah, il faut être capable de. Après, il ne faut pas que ça soit un danger, bien sûr, hein, si la tempête elle t'empêche vraiment de monter, mais ce n'est pas de reculer, quoi. C'est pas de reculer, c'est de dire on va y arriver, même avec les difficultés, mais c'était important pour moi de marquer ce curseur et montrer ce nouveau élan de l'auberge du Père-Bise. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as gardé les clients d'avant? Aujourd'hui, tu as certainement trouvé des nouveaux clients, bien évidemment, mais est-ce que tu as conservé cette clientèle d'avant? Oui, je pense qu'on a conservé allez, une vingtaine de pourcents des clients d'avant. Alors, ce qu'il y avait aussi, c'est qu'il y avait pas mal de clients d'avant qui ne revenaient plus et ça recréait une curiosité des gens de revenir découvrir cette auberge qu'ils avaient un peu délaissée. Et après, le côté humain ne nous a pas laissé le temps de se mettre en place et de leur montrer tout ce qu'on était capable de faire, parce que ça fait 4 ans maintenant, on va sur notre 4e année de l'exploitation de l'auberge. Et depuis 4 ans, bah, chaque année, on ne s'est pas dégonflé, on a vraiment tout refait, quoi. La première phase, ça a été de faire le bistrot, la salle du restaurant gastronomique et l'entrée, et quelques chambres. Ensuite, on a fini une partie des chambres, on a refait le parc. Et puis, on a refait la boutique, on a refait l'ensemble des chambres après. Et là, la 4e année, c'est le spa, quoi. Voilà, donc on a Alors, mais j'ai complètement. envie de te poser une question. Aujourd'hui, tu me dis on a gardé 20% de nos clients d'avant. Aujourd'hui, la fréquence, les clients les plus fidèles, ils viennent tous les semaines, tous les mois, tous les 2 fois par an? Alors, C'est grâce quoi? à le repositionnement de la maison sur la partie bar ou la partie gastronomique ou bistrot, et même boutique, eh ben, on a ces clients qui peuvent venir profiter de la maison sur différentes envies du moment. Et donc, ces clients-là, ils ne sont pas uniquement, parce qu'avant, la maison était vraiment reconnue que pour la gastronomie. Et grâce à ce repositionnement, la clientèle peut venir bah, sous une envie beaucoup plus large. Et ça, c'est très important économiquement pour la maison et très important aussi pour la clientèle, pour pouvoir que chaque service s'exprime. C'est-à-dire que le gastronomique, on puisse vraiment faire de la haute gastronomie, pas en changeant des plats quand les clients viennent très régulièrement, et donner la possibilité des gens de venir se restaurer, de venir passer un bon moment dans la maison avec les différentes offres qu'on peut leur proposer. Alors justement, on voit que la C'est-à-dire que, majorité des par chefs. exemple, Oui. excuse-moi, je te coupe, mais donc les plats signatures de la maison qu'il y avait avant, c'est la marjolaine, le gratin de queue d'écrevisse, des quenelles de brochet, des choses comme ça, qui aujourd'hui ne figurent plus à ma table gastronomique. Par contre, on peut les retrouver sur la partie bistronomie, ou on peut les retrouver aussi par la vente à emporter à la boutique. C'est-à-dire que si quelqu'un veut chez lui avoir un peu de l'auberge du Père-Bise et manger juste une tranche de marjolaine, donc là c'est un dessert historique qui a été créé en 1940, eh ben, ils peuvent justement se l'offrir et puis le déguster avec des amis ou seuls chez eux à la maison, quoi. Voilà. Alors justement, quand on voit les chefs étoilés, il y a 29 3 étoiles en France, ils ont tous une vocation, une ambition internationale. Est-ce que toi, aujourd'hui, par rapport à tes projets, tu as 42 ans aujourd'hui, est-ce que tu as une ambition à l'étranger? Non, moi, je n'ai jamais été, pour moi, j'ai qu'une ambition, c'est de m'exprimer dans mon terroir, dans mon territoire qui est mon territoire savoyard, que ce soit la Haute-Savoie ou la Savoie. Et moi, l'étranger, j'y vais quand je pars en famille ou pour faire une prestation culinaire, mais d'aller m'exprimer à l'étranger, c'est déjà je ne parle pas la langue et je fais pas grand-chose pour l'apprendre. Je fais même rien pour tout vous dire. Et c'est pas quelque chose qui m'intéresse. J'ai tellement de choses à faire déjà dans mon territoire que j'ai pas besoin. Quoi. C'est pas que j'ai pas besoin, c'est que j'en ai D'accord. pas l'envie. J'en ai pas l'envie tout simplement d'aller chercher
parce que ce ne sera pas en équation avec ma cuisine, avec ma personnalité. Ce qui me rend heureux et ce qui rend heureux les gens qui viennent chez moi, c'est parce que je suis dans mon univers, je suis dans mon environnement. Et moi, de passer ma vie dans un avion et de passer ma vie avec un ordinateur dans la main, c'est pas ça mon moteur. Mon moteur, c'est d'être avec mes collaborateurs, d'être dans ma cuisine et de voir mes clients et de pouvoir les saluer et les accueillir. Et moi, d'avoir des restaurants partout dans le monde, c'est pas quelque chose qui me passionne. Alors, justement, dans ton restaurant, il s'est passé un fait divers important, c'est que tu as été cambriolé, il y a eu, ta cave a été cambriolée, il y a eu un préjudice, je lis, de 400 000 euros, dis-moi si je me trompe, 320 bouteilles ont été volées, 200 ont été retrouvées. Comment elles ont été retrouvées, ces bouteilles, Jean? Je pense qu'il y a une part de chance. C'est aussi, on a pris le dossier assez rapidement et on a été sous le choc. On a été sous le choc. Et du coup, je me suis dit, ce qui ne nous tue pas nous rendra plus forts. Et donc, au lieu de me morfondre dans mon malheur, j'ai plutôt pris le taureau par les cornes et du coup, j'ai mis la pression à la gendarmerie et Alex, que tout va bien? j'ai compris que les assurances, de toute façon, n'allaient pas nous rembourser ces bouteilles de vin et surtout, pourquoi? Parce que certaines bouteilles de vin, certains millésimes n'existaient plus. Et donc, je ne retrouverai jamais cette valeur et surtout, c'était une valeur émotionnelle parce que c'est des bouteilles de vin qui avaient été vieillies et achetées par la famille Bise. Et c'était ce qui fait aussi la qualité de cette maison, c'est que la qualité de ces maisons traditionnelles, de ces maisons historiques, c'est qu'on sait qu'on a une cave notamment pas mal de Bordelais, que si nous, on veut se l'offrir, bah, c'est impossible, quoi. Donc, c'était un vrai atout. Et surtout pour mon épouse Magali, qui, elle, qui est sommelière de formation, pour elle, qui était vraiment quelque chose de très important. Et donc, on s'est dit, il faut qu'on mette les moyens pour pouvoir retrouver ces bouteilles. Et donc, on a encouragé et on a soutenu l'équipe, la police judiciaire d'Annecy, pour faire en sorte qu'ils trouvent ces malfaiteurs. Et ils sont pris à cœur et de passion d'aller chercher ces malfaiteurs. Et grâce à quelques caméras au bord du lac d'Annecy, l'enquête a pu avancer très rapidement et faire comme un puzzle, reconstituer ce puzzle. Et au bout d'un mois après, ils ont retrouvé les malfaiteurs avec les bouteilles. Bon, super, c'est une histoire qui se termine plutôt bien. J'ai une question, je vais donner la parole à Gilles Roger. Gilles, tu es autour de l'écran. Gilles, à toi la parole. Bonjour, Gilles, écoutez, je suis ravi d'échanger avec vous. C'est toujours un plaisir d'échanger avec quelqu'un de passionné et un grand cuisinier. Euh, Écoutez, moi, j'avais une question par rapport à la médiatisation de la cuisine. Aujourd'hui, on a beaucoup d'émissions culinaires, on a beaucoup de choses autour de ça. Quel impact ça a sur le business, alors peut-être vous personnellement sur vos affaires, mais globalement, quel impact ça a sur le business de la cuisine et sur l'image de la cuisine? Bonjour Gilles. De toute façon, c'est comme dans toute médiatisation, elle a du pour et elle a du contre. Donc, ce qui est le contre, c'est qu'on peut, certains jeunes cuisiniers qui, du coup, ça leur donne envie de franchir ce beau métier. Et puis que peut-être ça dégage une facette très accessible, facile, alors que ça ne l'est pas, quoi. Le métier de cuisinier est un métier extrêmement difficile. Déjà par le RIMT où on travaille quand les gens sont en repos, on travaille les week-ends. Donc, quand on veut créer une famille, c'est quand même assez délicat. Et donc, à la télé, on ne montre pas cette difficulté. Puis, c'est un métier aussi on manipule des produits frais, des produits sanitairement, c'est un métier quand même qui demande un engagement assez strict et rigoureux. Donc, ce n'est pas donné à tout le monde aussi. Et financièrement, ce n'est pas un métier qui est si facile que ça d'arriver à faire économiquement une entreprise fiable en faisant de la restauration parce qu'on a quand même pas mal de pertes. Et donc, tout n'est pas facile. Ensuite, le côté très positif, c'est que ça crée une très belle lumière et une très bonne envie de faire ce métier-là. Et on peut voir depuis que le métier de cuisinier est médiatisé, pas que par les mêmes personnes, c'est qu'aujourd'hui, on peut voir que
là, des reconversions qui ont été faites et que les gens s'expriment et prennent du plaisir aussi à faire ce métier-là. On voit que toutes les écoles hôtelières ont un élan très positif sur les candidats qui veulent faire ce métier-là. Et donc là, une véritable envie de faire ce métier-là. Et surtout aussi, ça permet à la clientèle qui regarde ces émissions de s'intéresser à bien manger à la maison et de comprendre qu'est-ce que c'est le métier de cuisinier, le métier de la cuisine, et suscite l'envie de franchir les portes ou de faire à manger à la maison. Parce que ce qui est important pour apprécier une bonne cuisine, il faut aussi arriver à mettre la main à la pâte de temps en temps à la maison et de comprendre très rapidement que c'est un véritable métier et de se mettre les pieds sous la table, ça fait du bien d'en profiter aussi, quoi. Avant, dans le temps, on était tous formés, en tout cas les familles passaient les recettes de grand-père en grand-mère, de génération en génération. J'ai l'impression que ça s'est perdu et le fait d'avoir ces émissions de télé, eh ben, ça permet de pouvoir faire des recettes beaucoup plus facilement à la maison, d'aller chercher une recette sur Internet et de prendre du plaisir à cuisiner aussi à la maison. Alors, pour information, je crois que tu as fait Masterclass ou Masterchef à Val Thorens, il me semble, Jean. J'étais jury pour. J'étais jury pour ouais, Masterchef et jury aussi pour un dîner vraiment parfait en 2008, je crois. D'accord. Est-ce que tu es sollicité régulièrement par la télé pour faire des émissions? Alors, pour faire des émissions, je suis sollicité, mais je refuse quand c'est des émissions qui me prennent un emploi du temps très lourde. Je refuse parce que ça va mettre en péril mon entreprise. Et puis, l'objectif, ce n'est pas d'être un chef star, c'est d'être un chef dans ma cuisine. Et par contre, quand on a des émissions qui veulent venir présenter mon travail et mon état d'esprit de cuisinier, ben, ça fait grand plaisir que je m'exprime devant ces médias et je le fais pour une bonne cause, pour présenter mon territoire, présenter ma maison et puis mes convictions, tout simplement. Moi, je tiens à dire également, on a échangé ensemble il y a 15 jours, on ne se connaissait pas et je t'ai envoyé un texto et gentiment, tu m'as rappelé dans les 30 secondes. J'étais assez impressionné par tes réactivités et gentiment, tu t'es proposé à partager ce moment avec nous et je voulais t'en remercier. Et ça aussi, c'est Jean Sulpice, c'est quelqu'un de très réactif. Je suppose que dans la vie, ça doit être pareil. On va continuer. Je voudrais qu'on parle un peu du guide Michelin, ce qui est un peu la Bible également. Alors, on en parlait juste avant l'émission, là, mais tu vas nous en dire un mot. Le guide Michelin, je refais rapidement. 1900, la création, 1920. Ça devient un guide payant parce que les gens mettaient le guide Michelin en dessous des tables pour caler les tables et en fin de compte, ils ne voulaient pas banaliser le produit, ils l'ont rendu payant. Et c'est à partir de 1931 que le guide Michelin est devenu la référence pour les hôtels-restaurants. Et j'ai récupéré un guide Michelin 1929 et je confirme que l'Auberge Bise était bien à l'époque dans le guide Michelin. Il y avait 2 étoiles à l'époque, mais ça devait être 2 étoiles qui devaient être à l'établissement hôtelier et non pas pour la cuisine, puisque je crois que c'est venu juste après. Dans le monde, il y a 111 3 étoiles, dont 29 en France, 27 au Japon. Et le pays qui compte le plus d'étoilés au monde, c'est le Japon. Moi, ma question, elle est simple, Jean. Aujourd'hui, il y a 513 restaurants en France qui ont une étoile, 86 qui en ont 2, 29 qui en ont 3. C'est quoi les critères de sélection pour passer d'une étoile à une autre? Alors déjà, j'ai vu que moi, je fais la collection des guides Michelin. J'ai vu qu'il avait des dates que je n'avais pas. Hein. Donc, s'il y en a qui ont des guides Michelin en rab pour compléter ma collection, je suis à toute écoute. Les critères, écoutez, moi, je suis pas de cette entreprise. Je suis de l'autre côté, c'est-à-dire que il y a des inspecteurs qui viennent s'atteler à ma table et qui viennent déguster, qui payent leur addition. Et puis, quand le guide y sort, eh ben, on découvre si on perd des étoiles ou si on a plus d'étoiles. Alors, pour mon expérience, en fait, je ne sais pas s'il y a une règle. Parce que au tout début, quand j'ai commencé, on me disait qu'il fallait un sommelier, il fallait ci, il fallait ça. Il fallait des nappes. Moi, mon restaurant à Val Thorens, je n'avais pas de nappes. J'étais saisonnier, on m'avait dit tu n'auras pas d'étoile parce que tu es saisonnier. Et puis, j'ai quand même eu ma première étoile en 2006, sans nappe, en étant saisonnier, en étant un jeune chef, perché à 2300 mètres d'altitude. Alors que tout le monde m'avait dit que ce n'est pas la recette de Michelin. Bon, voilà.
Et puis, non, en fait, je ne sais pas, en fait, la recette du guide Michelin, je ne sais pas. En tout cas, moi, ma recette, c'est c'est comme je fais au quotidien, c'est que je m'exprime naturellement, je fais grandir mon travail avec mes collaborateurs. Et puis, ben, je pense que quand ta maison, ta cuisine, elle est émerveillée et que tout fonctionne, ben, je pense que la récompense arrive. En tout cas, je fais partie de ces personnalités où je crois à ça. Voilà, et j'ai envie de croire à ça. J'ai envie de croire que le Guide Michelin est une entreprise française qui est sérieuse et rigoureuse comme les chefs le sont et savent récompenser les personnalités qui en vaut la peine par leur cuisine, par leur engagement et par ce qu'ils dégagent pour défendre la gastronomie française. Alors, justement, cette année, il y avait grosse polémique justement avec le Michelin, puisque Paul Bocuse, malheureusement, est décédé. Bocuse, après de nombreuses décennies, perd sa 3e étoile. Marc Vera perd une étoile et porte plainte contre le guide Michelin. On est quand même dans un milieu très business aujourd'hui. C'est-à-dire que le Michelin génère du chiffre d'affaires en plus dès que tu as une étoile. Par contre, quand tu perds combien de chiffre d'affaires, Jean? Bah, alors ça, vous avez raison. Moi, quand j'étais à Val Thorens, je perdais 400 000 euros de chiffre d'affaires par an. Et donc, j'étais à deux doigts. J'avais des partenaires la première année. Après, j'ai acheté le fonds de commerce et c'est là où je suis devenu entrepreneur. Et pourquoi? Parce que à 2300 mètres d'altitude, la gastronomie, elle n'était pas reconnue, quoi. Et dès que j'ai eu ma première étoile en 2006, j'ai eu 30% de chiffre d'affaires en plus. Et j'ai des clients qui venaient étrangers, une clientèle étrangère, qui arrivait avec le guide Michelin dans la main, qui venait découvrir ma table. Et ça a permis d'une, de me donner en confiance, de deux, ça m'a permis d'équilibrer mon restaurant, et de trois, de dire c'est véritablement ça que je veux faire de la gastronomie. Et après, d'année en année, j'ai pu faire grandir mon travail parce que la clientèle qui venait chez moi, elle est celle que je voulais. Euh, En tout cas, elle correspondait à celle que je voulais recevoir, quoi. C'était une clientèle gastronome. Et donc, après, ce qu'on perd, je ne sais pas, parce que pour l'instant, je touche du bois, mais on n'a encore pas perdu. Mais Euh, ta deuxième étoile, tu as également connu une croissance de 30% de chiffre ou pas? la deuxième étoile, on a eu 28% de chiffre, ouais. Ouais. D'accord. Et c'est pas Donc, la ça même veut dire que clientèle. le spa que tu as construit en fin de travaux, il y a quand même au fond de toi l'investissement que tu y mets, c'est quand même pour aller la chercher, cette 3e, non? Non, pas du tout. Alors, le spa n'est pas du tout pour la troisième étoile parce que ça n'apportera rien du tout à la qualité de ma table. Par contre, ça va apporter une sérénité à ma maison. C'est-à-dire que je suis dans un lieu magnifique, mais c'est un lieu qui est saisonnier aussi parce que l'été, cette maison, elle est vraiment fabuleuse pour profiter des extérieurs avec l'eau du lac à bonne température pour en profiter. Par contre, si j'ai un été très pluvieux et froid, je ne pourrai pas remplir mon hôtel ni mon restaurant parce que l'atout ne sera pas assez suffisant pour venir franchir la porte de mon établissement. Et puis, sur les périodes automnales ou hivernales, mon spa sera très important pour venir remplir les chambres et aussi prendre des tables en plus supplémentaires. Parce que le Guy Michelin ne fait pas tout. Il faut aussi offrir une offre bien-être à cette clientèle. Là, une clientèle aussi qui cherche à venir se restaurer, à dormir, mais aussi à, à se détendre, Et là, une clientèle qui est du spa, elle a une clientèle aussi qui vient que dans les établissements qui ont des spas, qui ont des piscines. Et ça, c'est important. Donc, c'est pour aller chercher une clientèle qui aujourd'hui on n'a pas, et c'est pour donner cette impulsion nouveau de l'auberge du Perbise. Ça fait partie de ce nouveau chapitre Perbise-Sulpice, quoi. Alors, je regardais dans le Michelin qui est sorti cette année dans le monde, là, il y avait un article à Singapour, ce restaurant assez incroyable, là, qui a reçu une étoile Michelin et aujourd'hui, il en coûte un plat de poulet que 2 $. C'est quand même paradoxal, ce guide hein, qui, en Europe occidentale, coûte une fortune coûte cher dans l'assiette. Et aujourd'hui, en Asie, on arrive à avoir des choses plus que, c'est même pas raisonnable. Comment toi, tu l'interprètes, ça, justement, cette notation qui est quand même très différente? C'est sûr que psychologiquement, pour les gens qui n'ont pas l'habitude du guide Michelin,
ne comprennent pas ça parce qu'ils ne l'ont pas vécu. Mais moi qui ai voyagé un petit peu, quand tu vas dans d'autres pays, les pays sont des cultures différentes et on ne peut pas noter. Après, attention, c'est un jugement que je fais. Je ne sais pas si c'est bon, mais je pense que de toute façon, les étoiles qui sont dans d'autres pays ne seront pas comme celles de la France, parce que la France, c'est un pays où la gastronomie, c'est une culture qui est à part de tous les pays. Et je pense qu'il y a beaucoup de pays qui sont inspirés à la France pour cette gastronomie et pour la cuisine. Et donc, le guide Michelin, comme tu l'as très bien dit, ils ont cherché à se développer et à croître dans le monde. Et il a fallu qu'ils s'adaptent aussi à la culture de chaque pays. Déjà, même nous, en France, dans les différentes régions, eh bien, les cultures sont différentes. Donc, déjà, quand on peut prendre un restaurant à Paris et un restaurant en province, les étoiles sont certainement différentes. Et on ne peut pas dire qu'elles sont moins bien, qu'elles sont mieux. Je pense qu'elles sont différentes par l'ambiance et par l'environnement où elles sont, quoi. Donc, Alors, moi, je crois en ce guide qui est très professionnel. Ils peuvent faire des erreurs, certainement, et je pense qu'ils en ont fait, parce que tout le monde fait des erreurs. Aujourd'hui, le guide est en plein changement. On a Gwendal Pounenek qui a repris la main de ce guide, qui est en plein changement, plein développement. Je pense qu'il faut lui laisser le temps de prendre ses marques et de montrer la nouvelle impulsion qu'il veut instaurer sur ce guide. Mais moi, d'extérieur et de chef, ce que je vois, c'est que c'est quelqu'un qui a un pro Michelin et qui est passionné Michelin. Et je pense qu'il n'est pas là pour détruire cette marque. Il est là, au contraire, pour donner peut-être du renouveau. Et comme à chaque fois qu'on fait du renouveau, ça ne plaît pas forcément. Alors après, moi, je n'ai pas ma carte Michelin. Je ne suis pas de ce monde-là. Mais j'ai envie de croire à la qualité de cette entreprise, qui est une entreprise française et qu'on peut être fier. Et le fait qu'il soit ouvert au monde, c'est que bénéfique pour nous, restaurateurs de province, petits restaurateurs de province comme moi, parce que du coup, ça permet de créer une visibilité mondiale sur nos maisons. Et en fait, ce qui se passe quand Michelin, vous avez une récompense, c'est que ça crée une visibilité beaucoup plus large et plus grande. Et je pense que la différence entre 1 et 2 et 3, c'est qu'à chaque fois, on a une clientèle pour ces tables-là. Du reste, là, des phrases, je n'ai pas les phrases en tête, là, des phrases très précises quand vous avez une étoile Michelin qui décrit ouais, la maison. Et mérite le voilà, détour, je crois. le détour et la troisième étoile, en gros, c'est le monde Oui. entier qui vient chez toi, qui traverse la planète pour venir manger chez toi. Donc, ça veut bien dire ce qu'il y a. Et c'est pour ça qu'il y a aussi peu de 3 étoiles Michelin. Alors justement, Jean, là on va prendre l'exemple. Je donnais la parole à Isabelle et Ludovic Launay, qui se trouvent à Tours, qui ont un restaurant qui s'appelle l'Arche de Mêlée, qui ont un bib gourmand. Eux, ils ont travaillé tous les deux dans des doubles restaurants, des restaurants double étoilés Michelin, un chez Jean Bardet à Tours et l'autre au Chabichou à Courchevel. Isa, Ludo, quand vous entendez le témoignage de Jean, est-ce que ça vous donne envie ou qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que ça vous met comme réflexion par rapport à votre activité d'aujourd'hui? Ça me ramène quelques années en arrière, à l'époque où j'étais chez Jean Bardet. Et c'est vrai que, alors d'abord, bonjour et félicitations pour Merci, de même. Mais la première des choses, donc, c'est d'abord un cuisinier avant tout, mais c'est également un chef d'entreprise. Et là, c'est pas du tout pareil. Tout à l'heure, il faisait un petit peu allusion aux macarons qui étaient sur Paris et les macarons en province. C'est deux choses complètement différentes. Sur Paris, on est un chef, mais on n'est pas forcément un chef d'entreprise, alors que là où il est implanté, c'est un chef, mais c'est avant tout un meneur d'hommes et un chef d'entreprise important. Parce que 85 salariés, on est déjà sur une belle petite PME. Vous ne faites pas le même métier, alors j'ai l'impression. Alors, on fait le même métier, mais nous à une moindre échelle. Tout à l'heure, il parlait de restaurants qui étaient en province, de petits restaurants de province. Ça m'a fait un petit peu sourire parce que là, c'est un grand restaurant de province, c'est pas un petit restaurant de province. Par contre, nous, c'est vrai qu'on pourrait avoir un petit peu cette image de petit restaurant de province où le but, lorsqu'on est venu s'installer ici, bon, déjà, on souhaitait, lorsqu'on s'est installé, on souhaitait s'installer, mais sans avoir d'aide extérieure et sans avoir de partenaires. On a eu des expériences un petit peu tous les deux à ce niveau-là où malheureusement, pas forcément des très bons partenaires qui ont coûté aux différentes personnes avec qui on était. Et même si on les appréciait énormément,
on avait un petit peu ce côté qui nous retenait. Donc, du coup, on est parti avec nos moyens qui étaient très petits et on a pris un restaurant et puis on l'a fait monter, un restaurant pizzeria qu'on a pris au départ, on l'a fait monter petit à petit. Et le but pour nous, quand on a repris, à l'époque, c'était des R rouges dans le Michelin. Le BIB n'existait pas encore. Et le but, c'était de dire, il n'y a quasiment pas de R rouge dans la région Centre-Val de Loire. Et on va essayer d'aller chercher le R rouge qui correspondait juste en dessous le macaron Michelin. Et ça s'est fait en l'espace de 10 mois, puisque 10 mois après notre ouverture, on a eu notre premier R rouge qui correspondait absolument à ce qu'on voulait. Isa, ma question, ça sera ma dernière question, Isa. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as le sentiment que tu gagnes mieux ta vie que Jean Sulpice ou est-ce que c'est Jean qui gagne mieux sa vie que toi avec votre restaurant? Je pense que Jean gagne mieux sa vie que nous. Nous, on est quand même, un petit restaurant de province et on n'a pas du tout la même clientèle non plus. Oui, mais les investissements dont parlait Jean juste avant, ils étaient quand même assez importants. Donc, Oui. Ouais. Mais bon. L'investissement qu'il a fait est colossal. Donc, j'espère pour lui que son rapport sera également colossal. Mais c'est vrai qu'après, c'est un choix. Un choix et puis aussi des moyens. Et puis, il y a la clientèle. La clientèle n'est pas la même. Là, c'est une clientèle qui est de luxe, donc avec des gros moyens. Nous, on n'est pas du tout, on est dans une gamme très, très en dessous. Donc, pas avec les mêmes moyens. Donc, bon. Alors, justement, n'est pas le même, hein. Justement, vous avez parlé tout à l'heure tous les deux, Jean, je vais te redonner la parole. Une question simple, tiens, Isa et Ludo, comment vous recrutez vos collaborateurs? Et Jean, comment tu recrutes tes collaborateurs? Alors, nous, c'est très simple. C'est très simple. Avant, c'était uniquement le bouche à oreille. Avec les collègues, etc., on arrivait à récupérer un salarié d'une autre maison qui voulait partir ou qui avait envie de changer, ou ensuite un commis qui était bien. Et malheureusement, comme tout le monde, ça devient de plus en plus difficile. Et maintenant, on va un petit peu surtout, on fonctionne par les réseaux sociaux, on fonctionne toujours par connaissance. Et les écoles hôtelières. Les écoles hôtelières. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué. Et là, l'importance de tout à l'heure de ce que disait Jean Sulpice, c'est que, à mon avis, il a su s'entourer et avoir des personnes clés au poste clé pour pouvoir l'épauler dans tout ce qu'il fait. D'où les réunions. Jean, justement, comment tu recrutes aujourd'hui? Comme tout le monde, c'est-à-dire que on reçoit des CV en direct. Et puis, on fait des annonces sur les réseaux sociaux, pas mal, parce qu'on s'est aperçu que toutes les annonces qu'on faisait sur le palace, de l'hôtellerie ou l'hôtellerie, etc., ne sont pas très productifs parce que ce n'est pas des gens qui choisissent la maison et qui choisissent la personnalité du chef. Ce qu'on recherche, c'est vraiment des candidats passionnés qui n'ont pas forcément d'expérience, mais qui ont envie d'acquérir de l'expérience et qui sont motivés à travailler. Tu cherches plus des comportements que des compétences? Ça dépend du poste, bien sûr. Si c'est un poste de commis, on cherche surtout quelqu'un qui est motivé, passionné, qui va avoir beaucoup d'expérience. Après, quand on monte sur de la hiérarchie, des postes un peu plus élevés, et là, il faut qu'il y ait plus que de l'envie. Il faut qu'il y ait de l'envie avec beaucoup d'expérience, quoi. La maturité, c'est important. Comment tu gères le coup de feu aujourd'hui? Midi pétante, la tension monte. Est-ce que c'est toujours la même tension, la même pression à chaque rencontre, à chaque déjeuner, à chaque moment? Déjà, moi, je suis chez moi tout le temps, du matin jusqu'au soir. C'est moi qui ouvre la porte au gars le matin. Ce matin, j'étais à 6h30 en cuisine. Je produis avec eux. Donc, aussi, les équipes, elles voient que leur patron, il est là, leur chef est là, il est avec eux. Je suis là pour les accompagner. C'est mes enfants et je les abandonne pas, quoi. Je mets les mains avec eux dans le bouillon, quoi. Et donc, je suis pas que à donner des ordres. Je suis avant tout un meneur d'hommes. Et c'est moi qui montre l'exemple de ça. Et ça permet que les gens… j'ai une équipe qui est très jeune. La moyenne d'âge va être 26-28 ans. Et ils sont là parce que pour eux, certainement, je suis un moteur. Et donc, comme moi, quand je suis allé travailler chez des chefs, c'était des moteurs et je suis allé chez eux et je me suis exprimé pour eux parce que c'était des personnalités fortes et importantes et j'ai appris beaucoup en peu de temps avec eux. Et moi, je retranscris ça au quotidien dans ma maison parce que c'est ma personnalité et je ne veux pas tricher aussi. Donc,
Donc, tout Comment ce tu gères ton stress, genre avec ton équipe, à un moment, le service ne passe pas bien, est-ce que tu gueules ou est-ce que tu es plutôt non, quelqu'un de conciliant? non, j'ai travaillé chez des chefs gueulards, mais en fait, tu t'aperçois que le gueuler ne sert à rien parce que tu fais perdre l'élément. Par contre, être exigeant ne veut pas dire d'être méchant, donc je suis une personnalité exigeante. Et pour évacuer mon stress, je fais du sport très régulièrement, pour ne pas dire tous les jours, qui va me permettre de garder l'équilibre avec moi-même et puis de garder mon énergie. Voilà, tout simplement. Et ça me permet de goûter plus les plats, comme ça, j'élimine. Alors justement, les plats, on y vient. Aujourd'hui, ils veulent tous travailler avec toi, je suppose, les fournisseurs. Tu dois avoir une palanquée de fournisseurs qui doivent attendre à la porte. Il y a une question de David Blangis. David, tu es avec nous, qui est à Caudry, dans le Nord. David? Non, David n'est pas là. Bon, la question de David, c'était comment tu arrives à t'inspirer, comment tu crées cette curiosité dans tes recherches. Est-ce que tu innoves constamment? Comment tu t'arrêtes à tu dois avoir 4 cartes par an, à peu près une par saison. Comment tu choisis? Comment tu innoves? Ouais, là, le bistrot aussi, là, le gastro, maintenant, là, les plats emportés. Bah, ça, c'est mon métier, c'est la partie la plus facile du monde de l'entreprendre. C'est-à-dire que mon vrai métier, c'est faire de la cuisine. Et donc, ça, quand tu es la main dedans, que tu es en train de préparer des poissons ou des légumes, bah, l'inspiration, elle vient tout seul. Et je suis au contact de la nature et je suis au contact de mes producteurs très régulièrement. Et c'est eux qui nourrissent ma créativité. Ce qui me passionne le plus dans mon métier, c'est justement c'est de créer, c'est d'innover, c'est d'entreprendre. Après, tout ce qui est le côté mauvais d'une entreprise, et ben, ça je le délègue plus à des gens qui sont plus habilités à faire ça. Moi, je reste vraiment dans mon cœur de métier, dans la création, dans la gestion de l'humain. Et puis, voilà, moi, je prends beaucoup de plaisir avec tous mes collaborateurs à goûter, à créer, à échanger, à leur transmettre mon expérience et mon envie parce que euh, tout ce qui sort dans la maison, tout passe dans ma bouche et tout est rectifié par moi, quoi. Il n'y a rien qui sort sans que j'ai vu, sans que j'ai goûté, quoi. On a eu l'occasion de rencontrer il n'y a pas très Et, longtemps Thierry Marx. Je lui ai posé la question, quel était le plat le plus magique qu'il ait fait dans sa vie? Et il m'a répondu du tac au tac, sardines pomme à l'huile. Et je te pose la même question, Jean, quel est aujourd'hui, après 42 ans, quel est le plat dont tu es le plus fier aujourd'hui? bah, le plat qui rassemble du monde autour d'une table avec toute la plus grande simplicité, ça va être un poulet rôti et que du solilès aux cuisses que tu mets avec les mains et que tu gratouilles avec la peau qui est croustillante et tu vas chercher la chair qui est collée contre l'os. Et ben, ça, c'est de la vraie cuisine, quoi. Parce que la cuisine, c'est du partage. Et tu mets les mains, c'est goûteux, c'est croustillant. Tu as de la mâche et tu n'es pas complexé à vouloir mettre les mains sur quelque chose. Euh, Moi, j'aime quand je vois les gens qui prennent le pain avec la main et qui saucent, quoi. Ils me disent, ah, je suis désolé, c'est mal poli. Bah, c'est pas mal de poli de prendre du plaisir, tout simplement. Alors justement, du plaisir, toi tu en prends dans les fleurs également. J'ai vu que tu mettais beaucoup de fleurs dans pas mal de tes assiettes, de tes plats. C'est depuis toujours ou c'est quelque chose qui est assez Ouais, récent? en fait, j'ai failli partir j'ai failli être paysagiste. Et du coup, c'est la cuisine qui m'a rattrapé. Et après, j'ai continué à perfectionner le côté botanique en travaillant chez des chefs comme Marc Vera. Et après, je suis allé chez Édouard Loubet et je me suis vraiment penché sur ce côté botanique de la cuisine. Et pourquoi? Parce que j'avais observé Rollinger avec ses épices et je me suis dit que la cuisine, c'est pas que des épices, qu'avant, on mettait pas forcément des plantes dans la cuisine. Si, en apprentissage, je mettais une petite touche de cerfeuil sur la tomate cerise qui était tombée à l'huile d'olive sur le coin du fourneau, mais c'était juste pour un moyen de décoration. Et j'ai compris qu'à un moment donné, que les plantes, c'était pas uniquement pour la décoration, c'est pour un vrai intérêt gustatif. Et donc, je me suis pris par passion d'observer la nature qu'il y avait autour de chez moi et de la mettre en scène. Et tout simplement, tu t'aperçois que le produit il vit dans cette nature. Quand le chevreuil il va manger l'oxalis, bah, tu dis, le chevreuil il mange l'oxalis, c'est acide, etc. Bah, pourquoi le chevreuil, on va le mettre dans une marinade hyper lourde, une sauce hyper réduite, alors qu'il mange de l'acidité? Pourquoi il mange de l'acidité? On va aller chercher cette acidité dans une sauce, dans une association sur ce chevreuil, alors que ce n'est pas commun. L'acidité, on va le mettre sur un poisson. Alors qu'en observant cette nature, je m'aperçois que l'acidité, on peut le mettre ailleurs. Et puis plein de choses comme ça. Quand j'ai créé ma pline d'escargot, eh ben, j'ai voulu reconstituer la peau la coquille de l'escargot. Je l'ai transformée avec une pâte
et je l'ai enfermé dans une crème d'herbe. Pourquoi? Parce que l'escargot vit dans un environnement d'herbe, pas que de l'ail, pas que du persil, mais dans de l'herbe au sens beaucoup plus large, et d'associer plein de goûts différents d'herbes qui va venir justement frétiller ce produit qui a besoin d'être prononcé avec un goût végétal plutôt herbacé. Je vais donner la parole, on est quasiment à la fin de l'intervention. Je vais donner la parole parce que je sais que tu es pressé. Tu es un chef au grand cœur, tu l'as encore prouvé ce week-end, on t'a vu à l'œuvre. Tu proposes un menu emporté gastronomique à 36 euros, entrée plat dessert. Bravo Jean, c'est impressionnant. Je vais donner la parole à Annick Berrier. J'aime bien sa question. Annick, qui est la présidente de notre club de Dunkerque. Annick, tu es avec nous? Allô? Annick? Non. Bon, elle a coupé son micro. Bon, je vais poser la question pour elle. Comment on peut faire pour remettre les Français dans leur assiette? Tout simplement, c'est leur redonner confiance de franchir la porte de nos restaurants. Déjà que nous, on ne soit pas stressés, c'est-à-dire que quand on les accueille, il faut qu'on les accueille comme on faisait auparavant, avec la plus grande simplicité et le professionnalisme. Il y a des mesures de sécurité qui vont nous être transmises, je pense, demain soir à l'annonce du Premier ministre. On parle de table de 6. On parle de table de 6. Ça va être un frein pour toi dans ton restaurant, ça? Pour l'instant, on n'a pas les tenants, les aboutissements. Donc, on est des professionnels, on est des humains, donc on sait s'adapter. Et malgré tout ça, on fera prendre du plaisir à nos clients. On leur montrera qu'on saura les accueillir. On est des aubergistes à la place. Donc, un aubergiste, c'est de l'accueil. En France, la magie justement du tourisme français, c'est qu'on sait accueillir. L'accueil est très important. Et ça, il faut qu'on garde ces lignes de conduite. Il faut qu'on garde ce savoir-faire-là. Il ne faut pas qu'on le perde. Il ne faut pas que ces masques, ces distances, perdent justement cet art de vivre à la française. Et il va falloir qu'on continue à se bagarrer, continuer à y croire. Il faut qu'on y croie. Et moi, j'y crois. Et puis ça va se passer doucement, sûrement. Et puis, tout le monde va revenir à la normale. En tout cas, je reste positif là-dessus et je veux y croire. En 2 mois de temps, 2 mois et demi, vous avez peu exercé votre métier. Est-ce qu'on perd en technicité? Est-ce que c'est un peu comme le vélo? Est-ce qu'on n'oublie pas ce métier de cuisinier? Alors, effectivement, moi, j'ai vu que le rien n'appelait le rien. C'est pour ça que très rapidement, au bout de 15 jours de confinement, j'ai commencé à faire les repas pour l'hôpital d'Annecy. Et ensuite, à Pâques, j'ai créé ces plats emportés et je me suis très vite retrouvé dans un rythme de travail qui était équivalent d'avant, voire même plus qu'avant. Et donc, pourquoi? Parce que c'est sûr que quand on ne pratique pas, on perd la l'aise, on perd le geste naturel des choses. Donc, pour moi, c'est très important de rester actif dans mon métier. Et ça a permis de garder ma créativité. Et je pense que je n'ai jamais été aussi créatif depuis que je me suis renouvelé, recréer ces plats emportés et aussi réorganiser ma partie gastronomique ou bistronomie de la maison. Et donc, c'est très intéressant et passionnant de pouvoir s'exprimer comme ça. Je vais donner la parole à Edva, Edva qui est membre du Artois Business Club. Edva, la parole est à toi. Oui, bonjour, bonjour Jean. On ne te voit pas. Oui. Donc j'avais une question en fait concernant la situation actuelle. Dans la gastronomie, selon toi, de quelle manière un grand chef doit-il aujourd'hui se réinventer? Déjà, avant de se réinventer, il ne faut pas perdre ses sources et les bases. Pourquoi on fait ce métier-là et quelles sont les valeurs de ce métier-là. Et d'être à l'écoute du client aussi, ça c'est très important. Si aujourd'hui on s'exprime, c'est qu'on a le consommateur qui est notre client, qui vient s'atteler autour de notre table pour ouvrir la porte de notre maison, pour passer du bon moment autour de notre table. Et donc, il faut observer, écouter et puis pas oublier le client, parce que le client, c'est lui qui… C'est notre moteur, c'est le client, quoi. Moi, je me rappelle à Val Thorens, quand je me suis installé, j'ai fait des services à 0 et j'étais vraiment dans le doute. J'étais dans le doute parce que je me dis, mince, c'est que ma cuisine, elle ne plaise pas. Non, c'est qu'en fait, je me suis installé très jeune, je n'étais pas connu, dans une station où la gastronomie n'était pas reconnue. Et donc, j'ai fait des services à 0. Et ça, c'est très déstabilisant. Et c'est pour ça que quand tu as le consommateur, tu as le client qui est à ta table, ça permet de créer la dynamique, créer l'envie de cuisiner, créer l'envie de lui faire plaisir. Et ça, je pense qu'il ne faut pas perdre ça d'en vue.
Alors, je donne la parole à Roman. Roman qui est basé à Versailles. Versailles, tu nous entends, Roman? Il n'est pas là. Bon, eh bien, voilà, on voulait parler de l'après-Covid. En conclusion, Jean, parce que je sais que tu es très pressé, on a parlé du sport tout à l'heure. Si tu n'avais pas été en cuisine, est-ce que tu aurais été sportif de haut niveau? Et quel sport? Alors, en fait, je ne sais pas si j'aurais été sportif de haut niveau. Parce que quand tu fais du sport, je pense que il ne faut pas être que passionné. Un grand champion, je pense qu'à un moment donné, c'est comme un grand chef d'entreprise, il faut laisser l'émotionnel de côté et il faut aller chercher la gagne. Et pour aller chercher la gagne, tu ne peux pas mettre d'émotion. Alors que les valeurs du sport m'aident dans mon métier. Et par contre, j'ai un métier qui demande beaucoup d'émotions. Quand tu es cuisinier, il faut que tu aies une sensibilité, il faut que tu sois… L'émotion, tu la retranscris dans ton assiette, dans tous les mets que tu crées et que tu cuisines. Et c'est pour ça que je suis très heureux aujourd'hui d'avoir eu cette éducation et cette culture par ma famille sportive. Mais aujourd'hui, ce métier de passion me convient beaucoup mieux parce que du coup, je suis quelqu'un de très sensible et cette sensibilité me convient beaucoup mieux avec le métier que je fais. Alors justement, je me souviens de cette reportage que j'avais vu à un moment. Il y avait une émotion qui t'était venue ça sentait très fort durant ce reportage où quand tu es rentré dans la salle, il y avait des gens qui avaient pleuré de se retrouver dans cette salle de restaurant chez toi et tu l'avais bien retranscrit. On sent que tu as un grand cœur dans ce que tu fais également. L'accident de ton frère qui t'a profondément marqué, qui était coureur cycliste sur piste de haut niveau et qui malheureusement après une chute se retrouve paraplégique et je vois encore ton regard durant ce reportage qui t'a bouleversé. Ça aussi, ça donne des valeurs aussi dans ton engagement tous les jours. Bah ouais, c'est des valeurs qui m'a fait comprendre la vie, où j'ai gagné 40 ans de maturité d'un seul coup, la vie, eh ben, c'est pas qu'un long fleuve tranquille et que tout peut arriver du jour au lendemain. Et je pense que ça fait partie aussi de notre métier. On sait qu'aujourd'hui, on peut avoir des étoiles, mais on peut en perdre. Et donc, dans un coin de ma tête, je sais très bien que la vie, elle est comme ça. La vie, elle n'est pas que des années fastes, c'est aussi des années qui sont plus difficiles. Et donc, j'en suis conscient grâce à cette expérience de ma vie. Bravo pour cette 134e place sur les 13 000 concurrents en 2018 pour l'étape du Tour de France. C'est impressionnant. Tu as dû en baver quand même. Hein. Tu as monté combien de cols ce jour-là? Je ne sais plus, je crois qu'il avait 4 cols ou 5 cols. Ouais. C'est l'étape du Tour, c'est quand même très, très impressionnant. Donc, on se demande comment tu fais. La conclusion, j'ai 2 questions à te poser, Jean. Si demain, tu avais la possibilité de partager un dîner, un déjeuner avec 3-4 personnes, avec qui tu aimerais partager ce moment? Avec ma famille. Ouais. Tu sais que c'est exactement la même réponse que nous avait donné le Big Boss de chez Toyota il y a 2 ans. Ouais, on a un métier qui prend beaucoup de place et qui prend beaucoup de place pour la famille aussi. Et je donne plus de place à mon établissement, à ma maison qu'à ma famille. Et donc, c'est vrai que dès que je peux leur en donner, à leur en offrir, eh ben, ça fait du bien aussi. Tu as 2 enfants, hein, pour rappeler. Et ma dernière question, elle est simple. Est-ce que Jean Sulpice, à 42 ans, est-ce qu'il a encore des rêves? Ah ouais, c'est que le début de mes rêves. Ouais. C'est quoi les rêves de Jean Sulpice? Bah, les rêves, ça se dit pas si on veut qu'ils puissent un jour être réalistes. Mais sinon, on est toujours dans une recherche et puis toujours avoir envie de faire d'autres choses, de quelque chose de nouveau. Je dirais que je suis quelqu'un où je me lasse assez rapidement et j'ai envie de découvrir plein de choses et de m'intéresser à plein de choses. Donc, je pense que je passe sur ma 4e année de l'auberge du Perbise et je vais arriver au bout de tout ce que je voulais faire sur cette auberge. Alors après, bah, c'est sûr que le rêve, ça serait la récompense suprême du guide Michelin. C'est ce qui me manque à mon palmarès et à la récompense de tout le travail que j'ai pu offrir. Donc, si demain ça arrive, c'est vrai que ça serait un rêve qui serait accompli. Bon, j'en ai trop dit déjà. J'ai dit un rêve que je ne devais pas dire. Ouais. En tous les cas, Jean,
Je veux remercier déjà les personnes qui m'ont aidé. Céleste, c'est son anniversaire aujourd'hui, enfin à 2-3 jours près. Je lui souhaite un bon anniversaire. Bon anniversaire, Céleste. Voilà, et je remercie tous les managers qui nous ont filé un coup de main, nos présidents qui étaient présents, Didier à Reims et Annick à Dunkerque. Sincèrement, Jean, je vais te le dire maintenant, j'ai un CAP de cuisine. J'ai fait le lycée hôtelier avec Isabelle Launay que tu as vu tout à l'heure. On a commencé ensemble il y a une trentaine d'années. Je suis un passionné, un mordu de cuisine et je voulais vraiment te remercier parce que c'est grâce à des gens comme toi que ça donne envie de faire ce métier. Voilà, grand merci. Merci Isa Ludo pour ce moment. On vous embrasse et à très vite, Jean. Merci pour tout. Merci tout le monde d'avoir été patient. Et puis, je vous ai pas tous vus, mais en tout cas, ça serait un plaisir si vous passez à l'auberge ou une autre manifestation. Je vous salue. Et puis, au plaisir, à bientôt et bon vent à vous, bon courage. Et protégez-vous aussi avec ce virus parce que je pense que ça a tout été difficile pour nous tous. Ça a été très brutal cette fermeture administrative comme ça du jour au lendemain. Ne lâchez rien, croyez en vous et puis ce qui ne nous tue pas nous rendra plus forts. Je pense que le plus dur reste à venir, donc il ne faut pas s'épuiser, il faut encore bien tenir bon, gardez votre ligne de conduite, votre cap. Et on va s'en sortir, on va prendre du plaisir et nos clients vont continuer à nous soutenir et à être encore aux portes de nos restaurants. Rendez-vous est pris, Jean. À vous, merci et puis plein de gros bisous. Salut, merci, à bientôt. Salut.